Elle est infatigable. Moi personnellement, je la surnomme la guerrière. Elle est devenue une figure incontournable du sit-in du Bardo. Tout le monde la connaît désormais, tout le monde va vers elle, tout le monde la demande, tout le monde la cherche. Elle est partie de France pour briser les lignes en Tunisie. Elle a réussi, elle est encore en train de le réussir. C'est notre élue de France Nord, on monte du sud vers le nord. Et j'ai beaucoup de joie et d'amitié pour elle. Et j'appelle notre amie, ma camarade, Nadia Charbet. Alors bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas vous saluer individuellement parce que je connais quasiment toute la salle, mais je voudrais relever quand même quelques présents qui ont traversé la Méditerranée dans l'autre sens et qui sont là parmi nous, et ils viennent de Tunis et de Tunisie. Donc Tab Hassine que je vois là, bienvenue à vous. Au nom de toute la salle, je vous salue et je salue le combat que vous menez aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au niveau de toutes les atteintes et toutes les tentatives pour remettre de la pensée unique dans notre pays. Je salue également tout au fond de la salle Leila Toubel ainsi que Steve Gannou qui sont présents parmi nous pour le combat que vous menez aussi en Tunisie dont je suis témoin et qui aujourd'hui il va falloir tisser une passerelle et une passerelle bien solide et relayer ce combat ici parmi tous les acteurs et les associations et les partis politiques ici pour faire connaître toutes ces atteintes qu'on vit au quotidien aujourd'hui en Tunisie et qui ne sont plus de l'ordre de la gentille menace, mais qui sont réellement de quelque chose qui est extrêmement menaçant pour la seule liberté dont jouissent les Tunisiens depuis le 14 janvier, à savoir la liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle est plus que menacée. Tous les jours, on assiste à des procès. Des procès un peu partout. Sous toutes les formes et sous tous les noms et avec un panel au niveau de l'instrumentalisation de la justice en termes de types de délits, d'infractions et autres utilisés qui sont extrêmement graves et qui sont l'incarnation même de ce retour de la pensée unique et de cette volonté de mettre à genoux le pays, de faire taire toutes les voix libres en Tunisie. Je voudrais dire juste un mot qui m'est resté un peu en parlant de passerelle et de traversée de Méditerranée de part et d'autre. J'ai passé le jour de l'Aïd sur le Bardo. J'étais sur la place où il y a eu un petit meshwi qui a été organisé avec les sit-iners. Il y avait quelques familles du Bardo qui étaient là en solidarité, qui sont arrivées. Certaines ont ramené des denrées et d'autres sont venues participer et partager ce jour. Et les discussions, comme c'était des familiales, assez familiales au niveau de la présence extérieure du sitting, je veux dire, ça a tourné autour des enfants. Il y a une dame, elle a un enfant et un fils qui a 14 ans. Ce garçon de 14 ans devait choisir une deuxième langue vivante dans son cursus scolaire et il lui a dit « Moi, ça sera de l'italien ». Sa mère ayant fait de l'allemand, elle lui a dit « Pourquoi pas l'allemand ou l'anglais ? Tu fais déjà de l'anglais, pourquoi pas de l'allemand ou l'espagnol ? Il y a quand même plus d'intérêt par rapport à ces deux langues. » Il a dit « Non, non, non. J'aurai déjà la moitié de ma régularisation en poche le jour où je vais traverser cette Méditerranée. » Qu'un enfant de 14 ans en soit réduit à rêver de cette traversée de la mort, c'est ça le danger et ça ne peut pas me laisser indifférent aujourd'hui parce que des gamins de 14 ans rêvent de cela aujourd'hui en Tunisie. Et ça, je crois qu'on se doit et on a un devoir envers tous nos enfants non seulement de leur proposer un avenir meilleur, mais également de redonner de l'espoir à notre peuple. Parce que le problème et le drame qui se vit aujourd'hui au quotidien en Tunisie, c'est celui-là. C'est le manque de perspective, c'est le manque d'espoir, c'est les gens n'arrivent pas plus à se projeter, ne peuvent plus se projeter. Et si on devait faire le bilan de ces 2 années de la Troïka en peu de mots, on pourrait les réduire ou les brosser de manière préliminaire et rapide
en 5 crimes de commis. 5 crimes de commis envers notre peuple et envers notre pays. Le premier crime, c'est la tentation de l'utiliser. Mécréant d'un côté, musulman de l'autre, comme si on devait aujourd'hui tout focaliser sur cette question qui n'a jamais été un problème, qui est notre identité, puisque tout Tunisien sait ce qu'il est. Et il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'il est. Son identité est multiple. Son identité, elle est arabe, elle est certes musulmane, elle est aussi juive, elle est aussi berbère, elle est aussi tout ce qu'il a, tout ce qui est passé par cette Méditerranée, parce que toutes les vagues successives d'immigration du sud vers le nord, elle est ce brassage. Et aujourd'hui, on se retrouve cloisonné dans et focalisé autour d'une des facettes de cette identité qui est la facette religieuse et qui, en fait, n'est qu'une arme que brandit Nava et tous ses acolytes que pour diviser. Parce qu'en même temps, c'est un élément d'unification dont on a construit plutôt un élément de division. Le deuxième crime qui a été commis ou qui est en train de se commettre en Tunisie, aujourd'hui, où la Troïka, on porte l'intégrale responsabilité, c'est à l'encontre de la sûreté et de la sécurité des Tunisiens. Cette Troïka a failli, elle a trahi et elle a même allègrement contribué à l'installation de l'impunité face aux violences, face aux crimes, face au terrorisme. Elle y a allègrement participé et elle n'a jamais renié d'ailleurs tous les documents qui ont été brandis pour démontrer de sa compromission, pour démontrer de sa participation active finalement et de son silence et de ses laissés-faire et qui même a été plus loin puisqu'elle a instrumentalisé l'appareil de la justice. Puisque ce qu'on vit actuellement, moi, me fait penser à quelque chose que disaient mes parents en parlant des élections il y a quelques années, en parlant de pacification, c'est-à-dire, pour traduire à nos amis, c'est-à-dire le bulletin est rentré vert et on est sorti rouge. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un tribunal, c'est exactement ça ce qu'on vit au quotidien. Je vais traduire. C'est-à-dire qu'il rentre compromis avec, attrapé en infraction, en flagrant délit, en train de commettre des violences et autres, et il en sort blanchi, en toute quiétude, il ne franchit pas du tribunal et il s'en va. C'est pour ça que je parle de crime commis envers notre peuple et notre pays. Le troisième crime, il concerne les institutions et l'administration tunisienne, dont on a toujours été fiers. Et au 14 janvier, on a découvert que ces institutions et cette administration pouvaient continuer à travailler, qu'elles n'avaient même pas besoin d'un gouvernement. Il y avait suffisamment de compétences au gouvernail pour pouvoir conduire le pays et rétablir les choses et faire fonctionner. Et tout fonctionnait d'ailleurs le 15 janvier, je le rappelle. Ces institutions et ces administrations ont été décapitées de toutes leurs compétences. Alors, vous avez un petit technicien qui se retrouve PDG, vous avez un qui est resté 20 ans exclu de la fonction publique parce qu'il a bénéficié de l'amnistie générale. Aujourd'hui, il se retrouve réintégré et il se retrouve à un poste de responsabilité fonctionnelle où c'est le donneur d'ordre, alors que interruption de carrière de 20 ans suppose qu'il a perdu quand même la main et qu'il a besoin d'un certain... Et tout ça dans une espèce de défiance totale de tout ce qui peut... Tout ça en allant à l'encontre du bon sens et en dépit du bon sens. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui, au niveau des institutions et au niveau de l'administration, on va payer le prix cher si on ne revient pas dessus. On va payer le prix cher parce qu'il ne s'agit pas de 5 ou 10 ou 20 ou 30 personnes, parce qu'il s'agit de milliers de personnes, intégrées par deux biais. Par le biais de la réintégration pour ceux qui en faisaient partie et qui ont été amnistiés et donc réintégrés, mais également via une loi qui a été votée l'année dernière par cette ANC de la honte, qui concerne
le recrutement direct dans la fonction publique de personnes ayant connu les prisons ou ayant été réprimées. Alors vous avez aujourd'hui des gens qui sont à 2-3 années de l'âge de la retraite, qui intègrent pour la première fois la fonction publique, et alors qu'ils ont un emploi à l'extérieur, pour certains ils sont dans des emplois surtout du libéral, c'est-à-dire qu'ils détiennent un commerce, ou ils ont une patente pour un taxi ou autre, et qu'on a recruté, alors que pour certains ils n'ont même pas fait de demande, ils l'ont découvert comme ça par hasard, le jour où on les a appelés par téléphone, et on leur a dit, ben voilà, vous êtes désignés, nominés au ministère de la Santé, vous êtes à l'Éducation nationale, vous êtes à tel ministère. Ces gens sont à 2, 3, 4, 5 années de la retraite, quelle va être leur contribution dans cette administration si ce n'est pas la démanteler et la détruire? Quelle va être leur contribution? Voilà comment aujourd'hui on considère le service public en Tunisie, comment cette troïka se sert des institutions et de l'administration tunisienne pour faire l'assistance sociale finalement, pour des personnes en difficulté qui ont plus besoin d'un accompagnement psychologique pour certains, social pour d'autres, mais qui ne peuvent en aucun cas réformer et améliorer le système public aujourd'hui. Bien au contraire, ils ne peuvent que l'handicaper encore plus. Mais tout ceci est conforme, est réellement conforme, et rentre complètement en adéquation avec le projet de Khouani, qui est celui d'affaiblir l'État et l'instrumentaliser. On est dans un scénario où des gens exécutent un plan tout simplement cyniquement, au dépit du bon sens et au détriment des intérêts du pays, qui est celui d'exécuter un plan, celui d'instrumentaliser. Je vous rappelle que la même chose a été faite en Iran en 1979 et que jusqu'à aujourd'hui, ça a commencé par Khomeini et ça s'est continué avec Khamini, on a à peu près un noyau dur de 2000 cadres dans les administrations qui ne bougent pas et qui sont l'œil du pouvoir pour contrôler. Et on a également tout un maillage de petites mains qui quadrille tout l'ensemble des institutions pour pouvoir la fliquer, l'empêcher d'avancer et pouvoir mettre la main sur tout ce qui est service public. D'ailleurs, pour aller très bien dans la continuité de ce projet, dans l'élaboration de cette stratégie, on se retrouve avec ce qu'on connaissait avant comme étant les chambres. C'est des associations caritatives qui jouent le rôle de chambre à celui du parti qui a accédé avant. C'est les associations caritatives. Et vous avez tout le budget social de l'État qui est dispatché via des associations caritatives aujourd'hui pour... C'est pas l'État qui va, par exemple, travailler sur la dégobrification ou l'amélioration de l'habitat ou autre. Non, c'est des associations caritatives qui, elles, distribuent ces fonds-là et veillent à leur exécution. Alors, pour vous donner un exemple de la manière électoraliste dont est géré le budget de l'État et comment il est instrumentalisé aujourd'hui, quand je vous dis que la bataille va être dure, vous allez comprendre pourquoi. Les premières tranches d'aide sociale dans certains gouvernements sont tombées il y a un mois à peu près. Sur des exemples d'aide versées sur de l'habitat, on se retrouve avec des personnes qui ont reçu la moitié des sommes et on leur a dit après les élections l'autre moitié. Je vous laisse déduire là et comprendre et en tirer des leçons. Si les élections se font dans 6 mois, ça sera dans 6 mois. Ben, si elles se font dans 10 ans, ben, ça sera dans 10 ans. Mais en tout cas, ce sera en fonction de votre bulletin de vote. C'est ça qui est dit derrière et c'est ça qui est gravissime et de ce qui est en train de se faire. Le quatrième crime, j'ai parlé de 5 crimes, le quatrième crime commis à l'encontre de notre peuple et de notre pays, concerne, et j'aurais dû dire le premier, mais en même temps, c'est le fait d'avoir trahi les attentes. Les soulèvements du 17 décembre et ceux du bassin minier d'avant et les luttes qui continuent autres, c'est d'avoir trahi les attentes de notre population, c'est d'avoir trahi les rêves et aujourd'hui, le rêve est en train de se transformer en cauchemar et c'est ça qu'il va falloir qu'on mette fin à ça. Il va falloir qu'on mette fin à ce débit de cauchemar qui est en train de s'installer sur notre pays et qui risque de balayer toutes les attentes et tous les rêves
de plusieurs générations et sur plusieurs décennies. Le cinquième crime, et ce n'est pas le dernier. Il a fallu à un moment arrêter la liste, parce que je n'avais pas forcément envie que de parler de bilan, j'avais envie de parler de comment on pouvait pallier à cela et quelles étaient les mesures urgentes à entreprendre. Ce cinquième concerne donc l'économie du pays, et ce, par des décisions prises d'emblée qui ont entravé toute possibilité de s'en sortir, celle de prolonger la période de transition indéfiniment et de refuser de s'engager sur une année. Donc, quand vous avez de l'argent et vous voulez investir, il est impossible pour vous de prendre des mesures et de prendre des risques tant que vous n'avez pas de calendrier et vous n'avez pas de vision claire par rapport à l'avenir du pays. En justifiant les violences et le terrorisme et en les banalisant, ça aussi, ça y contribue. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on me donne et qu'on me chiffre les dégâts en termes de coûts par les violences pratiquées par les salafistes, à tous les niveaux. Je parle de violences matérielles, de dégâts matériels, mais je parle aussi de dégâts par rapport à l'image du pays, par rapport au tourisme, par rapport à tous ces aspects-là. Si on devait chiffrer ce coût-là, je crois qu'on aurait de quoi redresser le pays 2 fois. Ce n'est pas des bonnes volontés qui ont manqué au départ, c'était réellement les gens ont voulu s'investir. Moi, je connais beaucoup qui sont rentrés de France, d'Italie, d'Allemagne, d'ailleurs, et qui ont voulu investir et qui ont voulu faire des choses. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez un climat d'insécurité tel qu'on le vit au quotidien, avec des atteintes aux personnes telles qu'on vit, avec quelque chose qui est là et qui attend et qui surtout menace l'équilibre et déstabilise à tous les niveaux. D'ailleurs, quand on chiffre aujourd'hui, et depuis quelques années, depuis quelques mois, les retraits de banques, il y a eu un des premiers chiffres d'avancée autour de 2600 millions de dinars qui ont été retirés des banques, d'investisseurs potentiels, de jeunes investisseurs, si je puis dire, ou d'hommes d'affaires qui voulaient investir. On parle également de milliers de Tunisiens qui ont quitté pour aller investir au Maroc, parce qu'il n'y a pas que des non-Tunisiens qui sont partis au Maroc, il y a également des jeunes Tunisiens qui sont partis au Maroc et ailleurs. Et tout ça, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas irréversible, parce qu'on pourrait le rattraper, mais il faut mettre fin à un certain moment à cette hémorragie et la stopper au plus tôt. Donc nous l'avons compris, aujourd'hui il est plus qu'urgent de faire face à cette situation et de mettre fin à ce chaos qui s'installe. Des mesures urgentes sont à prendre et par ce futur gouvernement de salut national, les attentes sont extrêmement importantes et extrêmement longues. Mais je pense qu'il y a des urgences qui, elles, pourront assainir le climat et qui nous permettront par la suite d'y voir un peu plus clair et de réfléchir à des solutions à long terme beaucoup plus claires. Au niveau de parti, au niveau de Massa, nous avons fixé des priorités. Alors, il y a des 6 incontournables, mais il y a également d'autres priorités qui nous semblent aujourd'hui importantes et qui ne sont pas moindres. Le premier dossier qui devrait être résolu, ou en tout cas attaqué de front, et sur lequel il y a des mesures urgentes à prendre, concerne le volet sûreté-sécurité. Ça, vous l'avez compris, je crois que c'est un incontournable. On ne peut pas aborder la question économique si on ne stabilise pas au niveau de la sûreté et de la sécurité. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui l'incontournable. Le deuxième volet, et je voulais rappeler quand même, quand on parle de sûreté aujourd'hui en Tunisie, qu'on a 2 batailles à gagner là, et que ce gouvernement n'est pas le seul concerné par ce qu'il y a à faire autour de cette question-là. Il y a aussi la Constitution et son élaboration, la finalisation du texte aujourd'hui exige de nous de battre de nouveau pour des articles que nous avons demandés et que le parti n'a jamais voulu intégrer dans le texte de la Constitution, qui concerne le volet sécurité, qui concerne l'armée, la police et les services de renseignement.
Ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. Cette bataille, il faut la gagner aujourd'hui. Il faut la gagner parce qu'elle est incontournable. Il faut constitutionnaliser un certain nombre de droits pour pouvoir garantir qu'il y ait une sûreté qui soit dans la neutralité et dans l'impartialité et non pas quelque chose qui peut être instrumentalisé parce que NAVA a cherché à l'instrumentaliser. Et aujourd'hui, on comprend la bataille qu'ils ont menée pour retirer ces articles et de la proposition qui est sortie de la commission. Ce n'est pas un pur hasard. C'est vraiment parce que ça va dans le sens du projet à construire, du projet que vous avez à construire, qui est celui de mettre la main également sur le service, sur la sécurité du pays. Question donc incontournable pour attaquer la question économique, mais il y a également des choses dont on a parlé et dont ce qu'on propose, vous allez voir, ça va, c'est un peu... Donc on a aujourd'hui... Excusez-moi. Aujourd'hui, ce nouveau gouvernement sera amené aussi à réfléchir et par décret, en tout cas à statuer sur les nominations, sur des urgences aussi, les nominations dont Kelly en a parlé, moi j'en ai parlé, qui sont catastrophiques et qui sont complètement à revoir parce qu'on ne peut plus. Il y a des mesures urgentes, mais il y a des mesures qui se doivent aussi de redresser la barre et d'aller dans le sens de la réforme, et non pas dans le sens de handicaper une institution. Donc on ne peut pas revenir dessus. Il y a également à mettre en place des mesures urgentes pour stopper l'hémorragie économique et pouvoir assainir un peu le climat actuel et pouvoir engager Vous savez que sur le budget de l'État de 2012, on n'a toujours pas réalisé la majeure partie. Alors pour 2013, il ne s'est rien fait, quasiment. Il ne s'est rien passé. Il y a des raisons objectives, mais des raisons aussi subjectives qui sont liées à la compétence et la capacité à ce gouvernement à boucler un seul dossier correctement. Mais il y a également des éléments qu'il va falloir prendre en compte, que si on veut accélérer le processus, il va falloir introduire parfois des mesures exceptionnelles et faire et c'est possible dans des périodes de transition que par décret, par exemple, on puisse accélérer les procédures administratives, les appels d'offres et autres, raccourcir les délais de manière à faire que du contrôle a posteriori, de manière à mettre en place ce qui est dans les tuyaux au plus vite pour apporter un peu d'oxygène et redonner un peu d'espoir sur la question économique. Mais il y a également d'autres mesures à prendre sur les questions de l'inflation, sur les questions sur le plan. Bon. Je vais aller plus rapidement. Il y a également sur la question de la neutralisation des espaces des mosquées et également des établissements scolaires. Il y a également les cahiers de charges qui concernent le secteur privé de l'éducation qui est à revoir intégralement. Et aujourd'hui, on sait que là, nous ne pouvons pas endoctriner des adultes, s'attaquent à la petite enfance. Et là, on ne peut pas laisser faire. Ce qu'il est en train de faire, c'est un crime qui est en train de se produire, qu'on vit en direct. On est en train de violer nos petits-enfants. Les violer intellectuellement, j'entends. On est en train de les endoctriner, de les amener vers quelque chose dont on découvrira les effets dans quelques années. Mais c'est aujourd'hui qu'on peut stopper les dégâts. Et il y a urgence à agir dans ce sens-là. Il y a également la dissolution des ligues et de toutes ces milices et des associations qui prennent la violence et le contrôle financier de ces structures. Parce qu'aujourd'hui, il y a une question, il y a un grand tabou en Tunisie. Il y a un grand tabou et qui me laisse un peu perplexe. Quand on est dans une période de transition, on est quand même dans une période exceptionnelle dans notre histoire. On n'est pas dans une période banale. Dans ces cas-là, on se doit de prendre des mesures exceptionnelles pour ne pas mettre en péril le pays, pour le protéger et pour... Aujourd'hui, on sait qu'il y a des financements qui viennent d'États étrangers qui sont en train de mettre en péril notre pays. Ces financements ne doivent plus parvenir. Il va falloir trouver les moyens juridiques pour y mettre fin. On ne peut pas continuer à dire ce sont des pays amis ou proches
ou des frères comme nous, qui va faire, et on ne peut pas. Non, il faut dénoncer aujourd'hui ce qui se passe par rapport à cela. Et on a connu des boycotts dans l'histoire des peuples. Le monde entier a boycotté l'Afrique du Sud. Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne décrète pas des boycotts financiers par rapport à des pays qui sont en train de mettre en péril l'unité de la Tunisie et qui sont en train de mettre en péril son avenir? Pourquoi on se priverait de ce droit de couper qui sont en train d'alimenter la haine et la violence dans notre pays? Pourquoi on se priverait de cela? Il y a énormément de tabous par rapport à ces questions-là, mais je crois qu'il va falloir aujourd'hui en parler de manière décomplexée, parce que ce ne sont pas des pays frères ni amis. Ce ne sont pas des pays qui nous veulent du bien, c'est des pays qui veulent enterrer le processus démocratique chez nous, parce qu'ils ont peur de la contagion, ils ont peur de la démocratie chez eux.